Monsieur le député Alémon-Bressan, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, contribuables associés, vous remercie tout d'abord de votre présence à ce 47e rendez-vous parlementaire. Je vous rappelle que tous les députés sont invités et l'objet c'est de débattre autour d'un sujet dont le but est d'aboutir à une initiative parlementaire. Pour mémoire, le premier rendez-vous parlementaire de contribuables associés fut organisé il y a plus de 12 ans, en octobre 2002. 47 rendez-vous, avec celui de ce soir donc, pour vous parler de sujets qui concernent les contribuables essentiellement. Comme vous le savez, nous approchons de la fin de la session parlementaire et Contribuables associés publiera comme chaque année son Argus parlementaire dans lequel est donnée une note à chaque député. Et donc cette note est basée sur les co-signatures de PPL qui vous sont proposées et qui sont des PPL qui sont défendus par contribuables associés ou soutenus d'une part, mais aussi par la présence des députés ou de leurs représentants à ces fameux rendez-vous parlementaires. Nos 350 000 membres, car je le rappelle, contribuables associés à 350 000 membres à travers toute la France, attendent particulièrement cet Argus qui leur permet de voir un petit peu le travail qui est effectué par son élu. Cet Argus est aussi très largement relayé sur nos sites internet et nos réseaux sociaux pour le partager évidemment avec la France entière, qui sont aussi des électeurs et qui sont très attentifs au sujet de la dépense et des impôts, comme vous le savez. Mais revenons aujourd'hui au sujet qui nous préoccupe, le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. Les dépenses publiques de la France atteignent 57% de son PIB. Un niveau jamais atteint qui se traduit par un endettement colossal, d'une part, 2200 milliards d'euros de dette, dont les seuls intérêts sont devenus le deuxième poste budgétaire de l'État, mais aussi par une pression fiscale sans précédent sur les ménages. D'ailleurs, votre collègue Chartier, qui parle de massacre fiscal, explique que les ménages ont connu depuis 2012 certaines baisses d'impôts, 11 milliards à peu près, mais surtout une augmentation totale de 92 milliards, soit une balance nette depuis 2012 de 80 milliards d'impôts supplémentaires par an. Impôts locaux, impôts nationaux, taxes en tout genre, notre système fiscal est devenu illisible. Illisible et instable en réalité. Je pourrais presque dire injuste, l'impôt étant devenu idéologique et politique. À titre d'exemple, je voudrais rappeler que l'ISF, que vous connaissez bien, monsieur le député, puisque vous avez déposé un texte de loi à ce sujet pour en demander la suppression, coûte plus qu'il ne rapporte aujourd'hui. Deux chiffres, il coûte 4 milliards en collecte et 5 milliards en recettes, et par contre les pertes liées directement à la consommation, entre autres, sont de 15 milliards d'euros par an. Donc on voit qu'aujourd'hui cet impôt est devenu idéologique, mais aussi par exemple le fait de choisir ou de faire sortir un certain nombre de contribuables de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à peu près 48%, ce qui veut donc dire que seuls 48% des foyers payent pour l'ensemble des Français. La répartition se concentre donc sur une partie de plus en plus importante, de plus en plus réduite de la population, dont on peut comprendre que Bercy finisse par craindre une remise en question par les contribuables du consentement à l'impôt, mais aussi de son paiement. Je remercie donc le député Alémon-Bressan, député de la 6e circonscription de l'Isère, de présider ce rendez-vous parlementaire. J'aimerais dire quelques mots sur vous, si vous m'y autorisez, en préalable. Outre votre profession de chef d'entreprise, vous avez été avant tout un homme de terrain. Vous avez été élu le plus jeune maire de France en 1971 et votre ancrage territorial est donc pour vous primordial. D'abord, maire de la commune de Soleymieux, puis de Crémieux en 1983, vous êtes en parallèle membre du Conseil général, dont vous deviendrez à 3 reprises vice-président. C'est logiquement que vous devenez député de la 6e circonscription de l'Isère en 1983. Contribuable associé, puisque je parlais tout à l'heure de l'Argus parlementaire, qui a tant d'importance aux yeux de nos membres, vous a mis en tête du classement des députés qui ont le plus œuvré pour améliorer les conditions des contribuables au cours de la législature 2007-2012. Voilà pour ce petit point. Je voudrais vous présenter maintenant nos intervenants de cette réunion. Le premier intervenant est Olivier Berthaud, qui est un expert fiscaliste connu et reconnu, et pour qui le Code des impôts n'a plus de secret, ou presque, parce que je crois qu'il y a encore quelques secrets dans le Code des impôts. Olivier est également chroniqueur dans de nombreux médias et auteur du livre « Au nom du fisc ». Olivier nous exposera les avantages et inconvénients du prélèvement de l'impôt sur le revenu, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Notre second intervenant est Pierre Garello. À ma droite, Pierre baigne depuis son enfance dans l'univers économique et il a naturellement suivi une brillante scolarité en sciences économiques à l'université Paul Cézanne, ex-Marseille 3, dans laquelle il enseigne encore aujourd'hui. Titulaire d'une maîtrise de sciences économiques et d'une maîtrise d'économétrie, il poursuit sa carrière universitaire par un DEA de macroéconomie avant d'obtenir un doctorat à l'université de New York. Agrégé des universités depuis 1998, il est aujourd'hui directeur de l'Institute for Economic Studies Europe, qui est un organisme qui forme les jeunes aux idées libérales, et donc la relève de demain. Il est par ailleurs membre du conseil d'administration de l'IREF. Auteur de nombreux articles doctrinaux et ouvrages, il met ses expertises en économie du droit, théorie des jeux, de la décision et de l'entrepreneur au service de la pensée libérale. Pierre vous présentera une comparaison internationale du prélèvement de l'impôt à la source. Mais tout d'abord, je passe la parole à monsieur le député. Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue à ce rendez-vous parlementaire du contribuable. Je remplace au pied levé mon collègue et ami Marc Le Fur, député des Côtes-d'Armor, vice-président de l'Assemblée et membre éminent de la Commission des Finances, qui devait présider cette réunion et qui est malheureusement retenu en Bretagne par un décès dans sa famille. Je suis heureux d'accueillir Eudes Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés, avant de vous revoir prochainement, je l'espère, en Isère, cher monsieur, qui nous propose aujourd'hui de traiter du prélèvement de l'impôt à la source. Voilà un vieux serment de maire qui est aujourd'hui un vrai sujet d'actualité, si l'on en croit les intentions du gouvernement qui annonce la réforme pour la loi de finances pour 2017, et ce, afin qu'elle puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2018. S'il n'y avait pas d'élection entre-temps, on pourrait se dire que tout ça est dénué de tout calcul, de toute arrière-pensée. Mais est-ce bien le cas? Est-ce une vraie réforme de simplification? J'observe juste que chaque fois que l'on nous parle de simplification, on se retrouve avec des dispositifs toujours plus compliqués, toujours plus alambiqués, des usines à gaz qui, in fine, ne peuvent que lasser, décourager les citoyens contribuables que nous sommes et les pénaliser. Bref, que faut-il penser du prélèvement de l'impôt à la source? C'est ce que ces messieurs vont nous expliquer, nous dire. Par ailleurs, je voudrais féliciter Eudes Beaufreton pour la qualité des travaux de l'association Contribuables Associés qu'il dirige et lui dire que nous sommes un certain nombre de députés et un nombre certain à suivre de très près les réunions qu'il organise en province et qui connaissent un vrai succès. Bon, je suis, comme cela a été dit, un parlementaire qui a de l'expérience, donc je vais vous écouter, j'ai toujours besoin d'apprendre. Merci à tous et bonne conférence, bonne explication, messieurs. Merci. Olivier, à toi la parole. D'accord. Donc écoutez, on m'a demandé de vous parler des avantages et inconvénients du prélèvement à la source. Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver des inconvénients que des avantages. Et même en y trouvant des avantages, à la fin, je me suis rendu compte que c'était des avantages uniquement pour l'État ou pour le Trésor, mais pour le contribuable, en toute bonne foi, je n'ai vu aucun avantage au prélèvement à la source. Pourquoi? Déjà, on va commencer donc par les avantages tels qu'ils nous sont présentés par le gouvernement ou par les tenants de ce prélèvement à la source. Premier avantage, il paraît que dans toute l'Europe, dans le monde entier, on fait comme eux, donc il faut faire comme les autres. Le problème, c'est qu'on nous parle toujours donc, de l'exception française, et on se demande pourquoi là, l'exception française ne jouerait pas, et surtout pourquoi ceux qui sont en général partisans du prélèvement à la source, parce qu'il faut faire comme les autres, ne veulent pas entendre parler de la suppression de l'ISF, que l'on est par contre les seuls toujours à maintenir. Donc déjà, c'est un premier avantage, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Ensuite, deuxième avantage, c'est une garantie de recouvrement. Certes, effectivement,
une fois qu'il est prélevé à la source, l'impôt rentre plus facilement que quand il doit être payé spontanément. Là, il n'y a plus il n'y a plus de volonté de la part du contribuable, on le prélève avant même qu'il ait touché son argent. Certes, donc, quelque part, c'est un avantage, mais là encore, c'est un simple avantage pour l'État, pour la trésorerie de Bercy, mais absolument pas pour le contribuable. L'avantage, c'est que ça va rassurer Bruxelles, qui s'inquiète beaucoup de notre déficit. Il est clair qu'une fois que l'impôt est prélevé à la source, au moins, on est sûr qu'il rentre. C'est pour ça qu'on a encore une note relativement correcte et qu'on peut emprunter à des taux très bas. C'est parce qu'on sait que notre impôt rentre beaucoup plus facilement qu'en Grèce, par exemple. Et on se dit qu'avec le prélèvement, il rentrera encore plus facilement. Parce que l'autre avantage, c'est que si un jour les contribuables se mettaient vraiment à ne plus voir payer leur impôt, s'il y avait une fronde fiscale en quelque sorte qui se développait, c'est beaucoup plus simple de lutter contre elle par le prélèvement, forcément, que par un impôt payé volontairement par voie classique. Donc là, donc on voit encore que c'est avant tout pour l'État. Ensuite, on nous parle de gains en termes de frais de recouvrement. Ça coûterait moins cher. Évidemment, ça coûterait moins cher, donc ce serait avant tout un profil encore pour l'État. Et quand on rentre dans le détail, on se rend compte que de toute manière, il y aura toujours des frais. Il y aura moins de personnel affecté au recouvrement, certes, mais comme de toute manière, ce sont des fonctionnaires, il faudra bien les affecter à d'autres tâches. Donc avant que ça permette de faire une réduction de personnel, il faudra attendre qu'il y en ait beaucoup qui partent à la retraite, donc je pense que ce n'est pas vraiment un argument. En plus, on verra s'ils ne sont plus au recouvrement, ils seront à quoi? Les fonctionnaires seront au contrôle, et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait en faveur des contribuables non plus. On parle de moins de frais administratifs. Oui, mais s'il y a moins de frais administratifs, ça sera pour l'administration qui aura moins de frais. Mais par contre, le recouvrement, le prélèvement, il faudra bien qu'il soit fait par quelqu'un, donc en général par les entreprises ou par les caisses de retraite. Donc on ne fait que déplacer le problème, les frais seront les mêmes. Il y aura toujours des frais de recouvrement. Après, on parle d'un gain en termes de trésorerie. Mais oui, il y aura un gain en termes de trésorerie, mais là aussi, un gain en termes de trésorerie pour l'État. L'argent va rentrer plus vite, il va rentrer plus tôt, il va rentrer mieux, l'État va lisser ses rentrées d'argent, mais c'est qu'un grand principe. Hein. S'il y en a un qui gagne de l'argent, c'est qu'il y en a un qui en perd. Donc s'il y en a un qui gagne en trésorerie, c'est qu'il y en a un autre qui en perd. Et celui qui va perdre, ça va être le contribuable qui devra payer son impôt plus tôt. Donc là on voit avantage uniquement pour l'État. Ensuite, on parle d'une aide au contribuable dans la gestion de sa trésorerie. Là, c'est plus subtil. En gros, on prend le contribuable pour un imbécile, il n'est pas capable de gérer lui-même son argent, donc on va le gérer à sa place. Donc comme ça, dès qu'il travaille, on lui prend son impôt immédiatement, il n'a plus besoin de provisionner l'année suivante. Vous savez, c'était le grand argument, c'est de dire, attention, vous gagnez beaucoup d'argent cette année, l'année suivante, vous serez peut-être au chômage, vous aurez à la retraite, et vous n'aurez pas assez provisionné, donc on le fait à votre place. Mais on a quand même l'impression que par ce moyen-là, finalement, on sanctionne le contribuable prudent, celui qui sait que l'année prochaine, il faudra qu'il paye ses impôts, au profit du contribuable impécunieux qui ne fait pas attention. Bon, on n'a pas l'impression quand même que ça soit encore un grand avantage pour le contribuable sérieux qui sait qu'il doit payer des impôts. Et en plus, d'une manière générale, ça revient à payer en avance. J'ai jamais entendu dire que payer quelque chose en avance, ça soit un avantage, un profit pour celui qui paye. Donc, là encore, pour le contribuable, ce n'est pas un avantage, mais évidemment, pour l'État, il a l'argent avant, donc pour lui, c'est un avantage. Après, dernier argument, l'impôt colle à la réalité. Au moins, le contribuable, le citoyen, le travailleur gagne de l'argent, immédiatement, il paye son impôt dessus. Le problème, c'est qu'il le paye à quel taux? On se rend compte qu'on va lui mettre un taux d'imposition qui ne correspondra sans doute pas à grand-chose, qu'il faudra régulariser dans un sens ou dans un autre. Donc payer rapidement pour ne pas trop savoir ce que l'on paye, il n'est pas certain que ça soit effectivement d'une grande efficacité. Ensuite, dernier argument, c'est si on fait une réforme fiscale, elle sera applicable immédiatement. Oui, ça c'est vrai, certes, l'argument est imparable, ça veut surtout dire que dès qu'il y aura une hausse d'impôt, au moins, elle sera applicable immédiatement. Donc là encore, avantage avant tout pour l'administration, pour l'État en tout cas. Voilà, alors maintenant, on va passer aux inconvénients. On se rend compte qu'en fait, les inconvénients sont un petit peu plus nombreux. Là, j'ai eu un petit peu plus de facilité à en trouver, mais finalement, les inconvénients sont quasiment l'autre face des avantages. Quand on retourne d'arguments, on se rend compte que c'est finalement ce qui est un avantage pour l'un, on l'a vu dès le début, c'est un inconvénient pour l'autre. Bon, on peut quand même parler au début d'un doublon avec ce qui existe déjà, c'est-à-dire de la mensualisation. C'est vrai que là, on se demande un petit peu, est-ce qu'on ne va pas monter une usine à gaz pour quelque chose qui,
d'une manière très simple, existe déjà. Ceux qui ne savent pas gérer leur argent, ceux qui ne veulent pas entendre parler de faire un chèque, peuvent tout à fait être mensualisés et prélevés déjà sur leur compte bancaire, et sur l'année, leur impôt est lissé, régularisé en fin d'année. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Il y a plus d'un contribuable sur deux qui a opté pour cette mensualisation. C'est un choix, il le fait très bien. Pourquoi l'imposer à tout le monde, et surtout pourquoi le faire d'une manière beaucoup plus complexe, parce que quand il faudra le faire prélever par l'employeur ou par la caisse de retraite, ça sera quand même autre chose que simplement un simple prélèvement en bancaire mensuel décidé par le citoyen lui-même. Donc ça marche déjà, vraiment pourquoi faire quelque chose de plus qui va compliquer tout le système, à croire que quand quelque chose fonctionne, on se dit c'est pas normal, il faut qu'on trouve quelque chose pour que ça fonctionne moins bien. Alors ensuite, on dit donc simplification. Mais en fait, on se rend compte que ça ne va rien simplifier du tout. Ce qui est compliqué en France, c'est pas le paiement de l'impôt, c'est son calcul. L'établissement, c'est l'assiette de l'impôt qui est compliquée. Et l'impôt en lui-même, il va rester toujours aussi compliqué. Et en plus, à la fin de l'année, il y aura encore plus de régularisation à faire qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc là encore, il n'y a aucune simplification. En plus, il va falloir calculer, contrairement à ce qu'on vous dit, on va vous prendre l'impôt immédiatement sur le revenu que vous gagnez, sauf qu'on vous l'explique que forcément il faut choisir un taux d'imposition, on ne peut le choisir qu'en fonction de ce qu'on connaît déjà. La seule chose que l'on connaisse avec certitude, c'est les revenus qu'a eu le contribuable 2 ans auparavant. Donc on va continuer quand même à l'imposer en fonction de ses revenus d'il y a 2 ans. Donc là, je ne suis pas sûr que ça soit encore une grande simplification et un grand progrès. Alors après, on sait qu'il y a déjà en France 2 impôts sur le revenu, l'impôt sur le revenu au barème progressif et la CSG, qui n'est ni plus ni moins qu'un deuxième impôt sur le revenu, qui lui est déjà prélevé à la source, qui lui est sur une assiette très large, qui ne bénéficie pas du quotient familial, qui n'est pas progressif. Donc on a l'impression, et c'est clair que si on prélève l'impôt sur le revenu à la source, rapidement, on va se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne fusionne pas avec la CSG? Dans quel sens? Est-ce que ça va être la CSG qui va devenir progressive, ou est-ce que ça va être l'impôt sur le revenu qui va être sur le même taux que, enfin en tout cas sur le même principe d'un taux unique que la CSG? On ne sait pas. Tout ce qui est sûr, c'est que la CSG elle est peut-être là en trop, mais en tout cas c'est un impôt qui est simple. On peut se dire, est-ce qu'elle va perdre en simplicité avec un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu? C'est assez improbable. Ensuite, troisième inconvénient, et peut-être le majeur, l'inconvénient majeur, qui d'ailleurs est évoqué régulièrement, est-ce que ce n'est pas quand même une entorse au principe du consentement à l'impôt? Le principe de base, le citoyen doit consentir à l'impôt, il y consent par le biais de ses représentants au Parlement. Le problème, c'est qu'au moins il sait et ensuite il paye son impôt. Quand on lui prélève son impôt, il est clair que ça rend l'impôt indolore, il ne s'en rend pas compte. Est-ce qu'il y consent encore? C'est quand même pas très sûr. Deux exemples qui montrent que le prélèvement est contraire au principe du consentement à l'impôt, de par le fait qu'il anesthésie en quelque sorte l'impôt. Les charges sociales. Sur un bulletin de paye, on se rend compte que pour qu'un employeur verse 1 000 € net à son salarié, quasiment il faut qu'il paye lui-même 1 000 € en charges salariales, patronales, diverses et variées. Si tous les salariés en France se rendaient compte que pour toucher 1 000 €, il fallait qu'il y en ait 1 000 qui partent dans nos différents régimes de protection sociale, je ne suis pas certain que les citoyens continueraient à trouver qu'on a le meilleur régime de protection sociale au monde. Donc c'est bien la preuve que le prélèvement à la source est une manière de d'anesthésier le paiement, le consentement. Deuxième exemple, c'est la CSG justement. Vous savez, si on regarde la CSG sur les revenus du patrimoine, il y a 2 grosses CSG, celle sur les dividendes et les intérêts, celle sur les revenus fonciers. Sur les dividendes et les intérêts, elle est prise à la source. Celle sur les revenus fonciers, c'est-à-dire sur les loyers, elle est payée par le propriétaire l'année suivante, lui-même, selon le même principe que l'impôt sur le revenu actuellement. Demandez aux contribuables ce qui les ennuie le plus de payer, ils vous diront tous c'est la CSG sur les revenus fonciers, parce que celle-là, ils la payent volontairement, ils sont obligés de la payer, de faire le chèque au trésor, et celle-là, elle les énerve. Celle qui est prise sur les dividendes, ils voient des dividendes qui arrivent sur leur compte bancaire, bon, il y a déjà eu pas mal de prélèvements à la source dessus, mais au moins ils ont de l'argent qui rentre, c'est l'essentiel, ils protestent moins. Sur les loyers, ils ont d'abord encaisser les loyers et en fin d'année ils se rendent compte qu'ils ont plusieurs milliers d'euros à payer. Et celle-là, ils la sentent très mal. Si vous leur demandez à laquelle
il concentre le plus difficilement, c'est clairement celle sur les revenus fonciers. Si vous la prélevez aussi à la source, vous verrez qu'on va la prendre sans un réel consentement. Ensuite, le ministre, Michel Sapin, a dit de toute manière, on préserve le consentement à l'impôt par un moyen fort simple, la déclaration de revenus. La déclaration de revenus sera la preuve du consentement à l'impôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous faites une déclaration de revenus, vous ne faites que déclarer et des revenus, vous consentez à rien du tout. Surtout en plus, quand vous faites votre déclaration de revenus, vous ne savez pas forcément combien d'impôts, même si par Internet maintenant on peut vous dire immédiatement combien vous aurez d'impôts à payer, c'est quand même pas la même chose. Vous vous contentez de faire une déclaration de revenus, de toute manière c'est tellement compliqué à faire, une fois que vous l'avez faite, vous éteignez l'ordinateur et vous passez à autre chose, parce que c'est déjà suffisamment ennuyeux comme ça. Et ensuite, dernier point, là beaucoup plus humain, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, quand on paye son impôt soi-même, quand il faut aller dépayer, quand il faut déclarer, on se déplace, et quand on a un problème, on se déplace au centre des impôts. Il y a une relation physique, une relation humaine avec son percepteur, parce que les fonctionnaires des impôts sont des gens finalement fort sympathiques, avec qui on peut discuter, qui vous expliquent, avec qui ça peut très bien se passer. Le problème là, c'est qu'on est en train de tout dématérialiser, parce qu'en même temps qu'on va prélever l'impôt à la source, en même temps, on va fermer les centres des impôts qui ne pourront plus recevoir les citoyens, les contribuables, comme ils veulent, quand ils veulent. Il faudra prendre rendez-vous, etc., etc. Donc en gros, il y aura d'un côté la déclaration en ligne, ensuite le prélèvement à la source, bref, plus de relation du tout entre le citoyen et son percepteur. Et là, je ne suis pas sûr non plus quand même que ça soit tout à fait favorable aux bonnes relations entre l'État et ses administrés, et que ça favorise le consentement à l'impôt. Ensuite, quatrième inconvénient, ce qu'on pourrait appeler quand même un risque de cavalerie budgétaire, tout simplement, parce qu'on se rend compte que ce prélèvement à la source n'est que la suite de toute une série de prélèvements qui existent déjà, qui sont pris à la source. Auparavant, la CSG et CRDS, par exemple, qui est prélevé à la source et qui même prélevé en avance. Les assureurs et les banquiers, qui ont surtout beaucoup de CSG à payer en fin d'année, maintenant, depuis plusieurs années, on leur a dit vous allez payer avec 3 mois d'avance. Donc en gros, on demande aux assureurs et aux banquiers de donner 3 mois de trésorerie à l'État. Il est clair qu'avec l'impôt sur le revenu prélevé à la source, on va demander à tous les citoyens de donner 1 an de trésorerie à l'État. Ensuite, parce que tous les revenus financiers, jusqu'à présent, vous avez une option prélèvement libératoire où vous payez à l'impôt sur le revenu sur le barème progressif. On a supprimé le prélèvement libératoire, mais on a maintenu le prélèvement obligatoire sous forme d'acompte. C'est-à-dire qu'en fait, l'impôt que vous payez sur les revenus financiers, vous les payez déjà immédiatement, quitte, si vous en payez trop, ce qui est souvent le cas, à ce qu'on le restitue l'année suivante. Donc là encore, c'est une espèce de mécanisme de cavalerie budgétaire où l'État se permet de vous prendre plus d'argent que vous ne lui en devez, quitte à vous en rendre plus tard. Ensuite, on se rend compte que le prélèvement à la source, on va dire, bon, on va prélever à la source pour simplifier la vie des gens sur les salaires et les retraites. Oui, mais on serait dit, mais alors pour les travailleurs indépendants et pour les revenus fonciers, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné qu'on ne peut pas prélever à la source le locataire et que le travailleur indépendant ne sait pas combien il va gagner, c'est bien la preuve que c'est plus de la cavalerie budgétaire qu'une véritable simplification par le prélèvement à la source, c'est que les revenus fonciers et les revenus de travailleurs indépendants seront soumis à des acomptes. Il va falloir payer des acomptes. Donc on voit bien que là, le principe est plus de faire rentrer de l'argent rapidement que de simplifier les choses. Donc c'est de la cavalerie budgétaire. Quand on sait l'état dans lequel se trouvent les finances publiques, je ne sais pas, si vous voyez quelqu'un qui est au bord de la faillite, il vous demande de l'argent immédiatement, que vous avez envie de lui en donner, pas vraiment. Là, c'est un peu ce qui se passe. Quand on a un État au bord de la faillite, le moyen qu'il trouve actuellement, c'est de faire rentrer le peu d'argent qu'il peut, le plus rapidement possible. Après, il faut espérer qu'il puisse rembourser quand il devra rembourser, parce qu'il y aura beaucoup de régularisations qui vont donner lieu à remboursement. Ensuite, on peut se demander, à force de rentrer très facilement, est-ce que ça peut être une espèce d'impunité? Et je dis, de toute manière, il suffit de voter une loi, on prélève à la source, ça rentre tout seul. Est-ce que ça va pas être une incitation à augmenter les impôts? Et si on incite à augmenter les impôts, c'est pour inciter la dépense, sachant que derrière, on augmentera les impôts. Donc quand on veut avoir un État responsable, le prélèvement à la source n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Après, la question qu'on peut se poser, comme j'ai dit, il y aura beaucoup de régularisation. Est-ce que l'État va payer des intérêts de retard? Vous payez de l'impôt trop tôt, on vous rembourse 1 an après.
Normalement, quand vous devez de l'argent à quelqu'un pendant un an, il est normal que vous l'emboursiez avec des intérêts de retard. Là, il n'est pas prévu des intérêts de retard. Ça paraît quand même un peu curieux parce que quand l'État, par contre, quand l'administration vous réclame des arriérés d'impôts, elle prend des intérêts de retard. Après, si on regarde sur l'impôt lui-même, on se rend compte que c'est quand même une menace certaine sur le quotient familial. Le quotient familial est quand même avant tout basé sur, donc vous savez, les parts qui existent. Le problème, c'est que le prélèvement à la source est avant tout individuel. C'est un revenu touché par une personne qu'on va soumettre au prélèvement. Ça n'a plus rien à voir avec le quotient familial. Rapidement, on va vous expliquer, bah, écoutez, vous savez quand même, non, le prélèvement, c'est pas compatible avec le quotient familial. On va supprimer le quotient familial, on va trouver un autre système à la place, et on va supprimer la familialisation de l'impôt, on va supprimer la notion du foyer fiscal. La preuve en est, c'est que normalement, on paye l'impôt par foyer fiscal. Donc finalement, quelque part, hommes et femmes, enfin, et deux conjoints, pour se mettre au goût du jour, payent l'impôt au même taux. Mais non, il sera possible que les deux conjoints, éventuellement, demandent à payer l'impôt sur leur propre salaire à un taux différent. C'est bien déjà une première approche de la fin du quotient familial. Ensuite, on a quand même un système fiscal, et même d'ailleurs un système économique basé sur les niches fiscales. Qu'on soit d'accord ou contre, ça complique la vie de tout le monde, il y a au moins 500 niches fiscales, mais il y a beaucoup de PME, il y a toutes les œuvres sociales, les œuvres humanitaires qui sont basées sur les réductions d'impôts. Les réductions d'impôts, donc elles fonctionnent parce qu'au moment de payer votre impôt, vous dites bah, je le paye à l'État ou est-ce que finalement je le transforme en don. Donc une fois que l'on aura pris l'impôt à la source, le contribuable il se dira ça y est j'ai payé mon impôt, bon maintenant je passe à autre chose. Ça sera beaucoup plus difficile pour tous les secteurs de l'économie, que ce soit les PME, que ce soit les œuvres humanitaires ou autres, le cinéma, la culture, etc., qui vivent entre autres des niches fiscales, qu'on soit pour ou contre, bah, de continuer à bénéficier de ces réductions d'impôts parce qu'il n'y aura plus la même incitation à donner ou investir pour profiter des réductions d'impôts qui existent actuellement. On le voit bien actuellement avec l'ISF. L'ISF, vous avez le gros ISF au moment de faire votre chèque, vous faites le chèque au trésor ou le chèque à la fondation que vous voulez, bah, il est clair que c'est une incitation très forte. Parce que là, vous choisissez vraiment. Le jour où il y a le prélèvement bah, on a payé quoi. Ensuite, pour les entreprises, il faut y penser aussi. Pour les entreprises, bon, il va falloir qu'elles gèrent la confidentialité des revenus de leurs salariés, qui vont savoir pourquoi lui, il a un taux d'impôt de temps, lui un taux d'impôt de temps. On a le même poste, ça veut dire que soit il gagne plus, soit son conjoint gagne plus d'argent, soit il m'a dit qu'il était pauvre alors qu'en fait il a des revenus fonciers, etc. Ça ne va pas être simple à gérer en termes de confidentialité. Après, tout simplement, au début, dès qu'on va mettre en place le prélèvement à la source, eh ben, le revenu des salariés, d'un seul coup, il va baisser. Celui qui aura un taux d'imposition ne serait-ce que de 10%, au lieu d'avoir 2 000 € tous les mois, il aura 1 800 €. Et il va falloir que l'employeur explique à son salarié « Ah ben, je suis désolé, ce mois-ci, je te verse que 1 800 € et pas 2 000, et j'y suis pour rien, mais c'est parce que c'est le prélèvement à la source. » Je pense que ça, il va avoir du mal à l'expliquer. Ensuite, bah, pour l'État, pour l'entreprise, ça va avoir un coût. Est-ce qu'on va indemniser l'entreprise pour les frais de prélèvement? C'est pas prévu jusqu'à présent parce que toutes les cotisations qu'ils prélèvent déjà actuellement, il n'y a pas d'indemnisation. Pourtant, ça demande des développements informatiques coûteux. Or que par exemple, quand on regarde les impôts locaux sont prélevés par l'État et reversés aux collectivités locales, et l'État prend son obol dessus. Hein. Il y a des frais de recouvrement de 1 à 9% selon la taxe. Donc on ne voit pas pourquoi l'État prélèverait quand c'est lui qui prélève l'impôt et pourquoi l'entreprise n'aurait pas aussi un dédommagement quand elle prélève l'impôt. Après on dit oui mais au moins ça fera faire des économies à l'État. Ce qu'il faut bien voir que si l'entreprise a des frais là-dessus, elle aura moins de résultats. Si ça fera des charges déductibles en plus. Des charges déductibles en plus, ça fait de l'impôt sur les sociétés en moins, ou de l'impôt sur les bénéfices en moins. Donc, quelque part, pour l'État, qui aura l'impression de gagner d'un côté, il va de perdre de l'autre. Ensuite, autre difficulté, c'est que pendant ce temps-là, l'entreprise va récolter cet argent et devra le reverser après. Alors, pour les entreprises en difficulté, les entreprises qui vont tomber en faillite entre-temps,
Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera le premier créancier? Ce sera le salarié? Ça sera l'État? Le Trésor qui va réclamer son argent? On le voit déjà avec la TVA, où il y a quand même énormément de contentieux de TVA, parce que l'entreprise a récolté la TVA et a oublié de la reverser parce qu'elle avait un problème de trésorerie. Là, il va falloir aussi gérer ces problèmes de trésorerie des entreprises qui auront du mal à reverser immédiatement cet argent au Trésor. Et enfin, dernier point, la transition, voilà, qui est quand même la grande question. Comment est-ce qu'on va gérer cette fameuse année blanche de 2017? J'ai vu les idées là, qui sont parues dans la presse hier pour éviter les effets d'aubaine en 2017. J'ai quand même du mal à y croire. Je me dis quand même que celui qui va partir en retraite en 2018, ben, il aura beaucoup de chance parce que sa dernière année de grosse imposition, elle va être exonérée. Par contre, après, en retraite, en général, il gagnera moins. Celui, par contre, qui va rentrer sur le marché du travail à ce moment-là, c'est le grand perdant parce que lui, dès le début, il va payer de l'impôt au lieu de le payer avec un an de décalage. Donc, quelque part, il va payer une année de plus d'impôt, en quelque sorte. Ils ont trouvé un système, paraît-il, pour essayer de combler cette différence. Pour l'instant, ça s'apparente quand même plus à de l'usine à gaz qu'autre chose. En plus, parce que faire le système de crédit d'impôt en fonction de l'impôt payé avant et après par rapport... Enfin, sincèrement, je pense que ça va donner vraiment là, du grain à moudre à tous les fiscalistes de France et de Navarre qui vont trouver des solutions pour que l'année 2017 soit l'année de toutes les opportunités. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça, je peux vous le dire. Ils sont déjà tous en train de se préparer sur comment je vais faire pour optimiser mon année 2017. Hein. Aussi, autre difficulté, cette fameuse économie de niche dont je parlais. 2017, si on vous dit 2017, année blanche. Année 2017, vous ne payez pas d'impôts. Alors vous paierez d'impôts encore sur les revenus fonciers et les produits financiers, mais pas sur les salaires. Bah, toute cette économie des associations, des œuvres, des PME, des SOFICA, de la culture qui vivent des réductions d'impôts, bah, si les gens ne payent pas d'impôts, bah, ils vont pas donner pour avoir la réduction d'impôts. Je pense que il y a tout un point de l'économie qui a du souci à se faire sur 2017. Sans compter après ensuite la chute de la consommation qui va arriver en début 2018, quand tous les salariés vont avoir une chute de leur revenu net de 10, 15 ou 20%, bah, clairement ça va se reporter sur la consommation. Pour l'État, ça va se reporter sur une baisse de la TVA, par exemple, qui rentrera moins parce qu'il y aura moins de consommation. Donc tout ça sont des mesures transitoires qui n'ont pas été vues, et je pense que ça va quand même être assez compliqué. Et en fait, dernier point, qu'on le veuille ou non, on m'explique que l'État est éternel et que donc de toute manière, ce n'est pas grave le fait qu'en 2017, il va récolter l'impôt sur le revenu de 2016, en 2018, il va récolter l'impôt sur le revenu 2018, donc il n'y aura pas de solution de continuité, il n'y aura pas d'interruption. Enfin, ça veut quand même dire qu'on s'assied sur 60 milliards d'euros de recettes, en gros sur l'impôt sur le revenu 2017. Même si selon le principe que l'État est éternel et que donc dans la durée il n'y aura pas de perte, il y a quelque chose qui me chiffonne. Je me dis d'une manière ou d'une autre, 60 milliards d'euros de recettes en moins. Et est-ce que ça va relancer la consommation pour autant? Je ne suis pas certain, parce que finalement, au contraire, les contribuables vont avoir de l'impôt en plus immédiatement, donc ça va stopper leur consommation. Et en même temps, il y aura 60 milliards d'euros de recettes en moins dans les caisses de l'État. Donc j'ai quand même l'impression que en faisant comparatif avantages-inconvénients, je pense que les inconvénients sont largement vainqueurs. Merci. Merci Olivier pour ce brillant exposé. Je voudrais maintenant passer la parole à Pierre Garello, qui va nous faire une comparaison internationale. Peut-être avant, si je peux me permettre, monsieur, parce que monsieur, je voulais vous féliciter pour votre exposé, mais je vois que des questions veulent se poser, donc Anthony, oui, si tu veux. Non, une première réaction, effectivement, mais je crois qu'il faut carrément parler d'année blanche. Enfin, l'État ne veut pas l'admettre, le gouvernement ne veut pas l'admettre, mais la réalité, c'est qu'on aura bien une année blanche. On ne peut pas demander à un contribuable, quel qu'il soit, de payer 2 années de fiscalité sur la même année. Donc je ne vois pas comment on peut décaler, faire des tiers d'année, c'est pas possible. On a un réel problème
presque constitutionnelle par rapport à l'impôt sur le revenu, sur cette notion d'une année qui ne sera pas... On ne peut pas à la fois avancer sur l'année en cours et payer l'année antérieure. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut dénoncer contre vraiment très fort. Et il y a un autre aspect, je n'ai pas pu insister préalablement, c'est sur la notion de familialisation. En France, on a un impôt qui est familialisé, c'est-à-dire qu'on travaille par part. C'est un ménage, les enfants comptent par demi-part, à partir du troisième, on a un calcul différent. Mais cette réalité-là, elle ne peut pas être prise en compte par une fiscalité auprès de l'employeur. C'est impossible. Et puis, ça voudrait dire que chaque fois que soit madame, soit monsieur a des revenus complémentaires, quels qu'ils soient, des revenus fonciers, des revenus d'action, d'obligation, eh bien, ça veut dire que l'employeur va être informé de ses revenus parallèles. Enfin, la confidentialité par rapport à son employeur, ça me paraît être aussi une mesure, enfin, c'est pas français, quoi. On est trop français, je sais pas comment vous traitez cette notion de confidentialité, mais sincèrement, il y a un risque, là aussi, qui n'est pas dans nos traditions françaises. Comment vous le voyez? Ah non, mais c'est ce qu'on a dit, effectivement, clairement, ça oblige tous les salariés à se dévoiler vis-à-vis de l'employeur et même vis-à-vis des autres salariés. Et même dans le cadre des négociations salariales, si le salarié a peu de revenus, mais que son employeur voit qu'il lui a mis un taux d'imposition de 30 ou 40%, qui signifie qu'il a un très gros patrimoine, donc son conjoint gagne beaucoup d'argent, bah, il est clair que pour ce salarié, ça ne va pas faciliter, même si la plupart des employeurs sont sérieux, ne font pas les salaires en fonction du patrimoine ou du salaire du conjoint, bon, invariablement, ça peut quand même jouer un petit peu, ça peut quand même avoir une certaine influence, et puis le salarié n'a pas envie de dire ça. Et effectivement, et c'est ce qu'on a dit aussi, on a un impôt qui est familial, on raisonne en foyer et fiscal, et le prélèvement est avant tout individuel, il est contraire au principe même de foyer et fiscal. D'ailleurs, on l'a vu cette année aussi avec le statut d'ayant droit de la sécurité sociale qui disparaît. Là. Une autre question. Deux petites choses, merci. Moi, je voulais dire d'abord qu'il y a un aspect là par rapport justement à la responsabilité qui va peser sur les entreprises, qui à mon avis va être aggravé dans les TPE et les PME, puisque le staff administratif est moindre que dans les grands groupes, et qu'on imagine très bien que dans une entreprise de 20 ou 30 salariés, la gestion des évolutions permanentes de la situation des salariés au regard du fisc va nécessiter, je pense, des embauches. Là, et que je souscris complètement à ce que vous dites, l'État devra compenser d'une manière ou d'une autre ce surcoût pour l'entreprise, sinon elle ne pourra pas l'assumer. Sans parler des questions de confidentialité auxquelles, évidemment, je suis très sensible. Et la deuxième chose, moi, qui est plus fondamentale et qui m'interpelle beaucoup, c'est que cette réforme repose sur quelque chose qui est la déresponsabilisation de l'individu. Déclarer ses revenus et donc s'exposer au calcul de l'impôt sur le revenu, c'est une étape de l'année qui est une étape de responsabilité individuelle vis-à-vis de la société, qui est culturellement inscrite dans le mode de fonctionnement du français, et qu'on supprime comme ça, de manière très anodine. Et donc on dit clairement aux citoyens français, vous n'êtes désormais plus responsable de ce que vous allez régler comme impôt sur le revenu, c'est l'État qui, en amont de toute déclaration de votre part, s'arroge le droit de faire le calcul à votre place. Et je crois, pour ce qui me concerne, que ça ne va pas du tout dans le bon sens si on veut justement restaurer un peu de sens du collectif. Si je peux répondre sur ces deux points. Le premier, sur le coût pour les entreprises, il est estimé a priori pour le moment entre 600 millions d'euros et 2 milliards par an. Voilà, prise en charge par l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Mais sur le deuxième, vous parliez du fait de déresponsabiliser les contribuables, mais c'est aussi à un moment l'évaluation finalement des services publics que vous avez en face du montant que vous payez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi les contribuables qui ne pourront pas évaluer quels sont, c'est aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans le fait que les contribuables payent tout bonnement, c'est qu'ils n'ont plus conscience de payer, c'est aussi qu'ils n'ont plus conscience d'évaluer les services rendus par les administrations, les services publics au sens large. Et c'est finalement le consentement à l'impôt, puisque c'est bien de ça dont on parle, c'est le consentement à l'impôt. C'est comment j'évalue effectivement à un moment donné ces services publics, et est-ce que le travail que je fournis, les impôts que je paye, ça correspond à ce que je reçois en face. Et effectivement, on est en train d'enverser la tendance, me semble-t-il, c'est-à-dire que c'est les contribuables qui sont au service
de presque l'État, j'allais dire, ou l'administration, et non plus l'inverse. Et ça, je pense que c'est effectivement le phénomène le plus dangereux. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment passer... Encore une question, Philippe Vittel. Ouais. Le prélèvement à la source, ça existe déjà, en particulier dans certaines collectivités. J'ai été élu pendant très nombreuses années conseiller général du département du Var, où j'avais opté, puisque j'avais la possibilité de faire ce choix, En tant qu'élu. en tant qu'élu sur le prélèvement à la source. Je suis maintenant élu dans un conseil régional et c'est identique. La seule question que je me pose, c'est qui choisit l'indice de prélèvement des collectivités qui ne connaissent pas mes autres revenus, comment est fixé le taux d'imposition que je paie sur les indemnités que je reçois. Je n'en sais absolument rien, personne ne m'a jamais éclairé sur ce sujet. Si, ça, c'est ce que ce prélèvement à la source-là, en fait, est calculé à partir du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il vous permet de bénéficier une deuxième fois de la progressivité de l'impôt. Donc avec le premier abattement au taux zéro et ensuite pour le supplément. C'est comme si l'administration, le Trésor, calcule sur votre rémunération en tant qu'élu local un prélèvement. Il calcule lui-même l'impôt directement sur ce seul revenu-là et il vous prélève l'impôt. Voilà. Et donc à la sortie, j'y suis gagnant. Ah oui, tout à fait. Mais l'indemnité est connue, là. Oui, l'indemnité est connue, et c'est comme des revenus annexes, c'est différent. C'est vrai, mais ça pose la notion de foyer fiscal, et on sait que le taux aujourd'hui est fonction du foyer fiscal. Or, le fait de le calculer, là, il est sur le revenu et pas sur le foyer fiscal. Et c'est quand même une particularité bien française que d'avoir la notion de foyer fiscal dans lequel on peut déduire ses dépenses pour sa chaudière à condensation, les dons que peut faire une association, etc. etc. C'est la petite différence. Je profite d'avoir le micro vraiment pour passer la main à Pierre Carrello, parce que j'essaye depuis tout à l'heure. Et je vous remercie d'écouter sur le comparatif avec les autres pays étrangers. Alors, merci Ed. Bon, d'une certaine façon, c'est pas bien grave parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de remarques de bon sens et donc ce que j'ai à dire recoupe très largement ce qui a été dit précédemment. Juste donc, peut-être pour approfondir certains points, puisque je crois que le panorama qu'a dressé Olivier était déjà assez complet. Curieusement, cette idée d'impôt à la source, effectivement, existe dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Et aux États-Unis, encore plus curieusement, c'est un grand libéral qui a mis au point cet instrument, puisqu'il s'agit de Milton Friedman, quelqu'un qui est apprécié de tous les libéraux comme moi. Et peut-être pour débuter, je voudrais citer Milton Friedman dans un entretien qu'il a donné à un magazine qui s'appelle Magazine Reason dans les années 90. Parce que, bon, à la limite, lui avait le prix Nobel d'économie, donc son opinion est au moins... Et en plus, il a instauré ce prélèvement à la source, donc son opinion vaut sans doute bien la mienne. Donc voilà le récit que fait Milton Friedman. Il expliquait je travaillais au département du Trésor, nous étions dans une situation de guerre, c'est en 1943. Comment levez-vous l'énorme quantité d'impôts nécessaires pour la guerre? Nous étions tous en faveur de la réduction de l'inflation. Je n'étais pas alors aussi expert sur la façon d'atteindre ce but que je ne le serai maintenant, mais il n'y avait aucun doute à l'époque que l'une des façons d'éviter l'inflation était de financer la plus grande fraction possible des dépenses courantes avec l'argent des impôts. Durant la Première Guerre mondiale, une très petite fraction de la dépense totale liée à l'effort de guerre avait été financée par l'impôt, ce qui avait conduit à un doublement des prix pendant la guerre, la première donc, et après la guerre. Lorsque se déclenche la Seconde Guerre mondiale, le Trésor était décidé à ne pas faire la même erreur. Que ce soit en temps de paix ou de guerre, il est impossible d'atteindre ce but, c'est-à-dire lever des sommes importantes d'argent, sans passer par un prélèvement à la source. Et c'est pourquoi les personnels du département de recherche du Trésor, où je travaillais, étudiaient différentes méthodes de retenue à la source. Je faisais partie du petit groupe technique qui a travaillé à son développement. L'un des principaux adversaires de l'idée, c'est assez intéressant, est l'IRS. L'IRS, c'est le département le trésor public américain. Parce que chaque organisation sait bien que la seule façon de faire quelque chose est précisément la façon qu'elle a toujours employée. C'était quelque chose de nouveau et ils n'ont cessé de nous dire que c'était irréalisable. Ce fut une tâche très intéressante, un vrai défi intellectuel,
et notre discussion prouve que c'est effectivement un défi intellectuel, j'ai indiscutablement joué un rôle important dans la mise en place de la retenue à la source. Je pense que c'est une grave erreur en temps de paix, mais en 41-43, nous étions tous concentrés sur la guerre. Je n'ai pas à m'excuser, c'est la chute qui est importante pour ce que j'ai fait, mais j'aurais tant aimé que cela n'eût pas été nécessaire, et je souhaite vraiment que l'on trouve une façon d'abolir la retenue à la source maintenant. Donc ça, c'est Milton Friedman, après donc à peu près un demi-siècle de prélèvement à la source aux États-Unis. Donc globalement, qu'est-ce qu'on apprend de cette citation? D'abord que, mais ça a été souligné, hein, le prélèvement à la source, c'est bien pour le gouvernement qui cherche à ramasser plein d'argent en peu de temps. En même temps, c'est dangereux, et Friedman est un défenseur des libertés, donc il a constaté que c'était un danger pour les libertés dans son pays. Alors, il y a des cas qui ont déjà été évoqués, hein. La CSG, peut-être je vais juste rajouter quelques chiffres dessus. La CSG, en 2012, 90 milliards d'euros, 20% des recettes du régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire bien plus que l'impôt sur le revenu des personnes. Et pourtant, la plupart des salariés ne sentent pas passer la CSG. Comme ça a été dit, son taux est passé de 1,1% en 1994 à 2,4% 2 années plus tard, plus 3,4% en 1997, 7,5% en 1998, 8,2% en 2005. Hein. Donc on a finalement mis au point le plus gros impôt sans que cela ne soulève trop de discussions. Une augmentation d'un point de la CSG représente 11 milliards d'euros. C'est énorme, c'est efficace et c'est indolore. Alors, on l'a dit, il en va de même de tous les prélèvements à la source. Je ne sais pas si vous avez vu le sondage qui a été conduit par INSEN pour nos collègues de Liberté Sociale, mais il confirme ce qui a été dit ici, ce que tout le monde sait. Dans ce sondage, ils ont essayé de savoir quelle perception avaient les Français justement de ces prélèvements à la source. Et ils ont donc posé plusieurs questions. Savez-vous quel est le coût annuel de la protection sociale en France? Donc, question posée aux Français en milliards d'euros. Bon, question un peu difficile, certes. Bon, 78% disent « je ne sais pas ». Donc ça, au moins, c'est clair. Et dans ceux qui se prononcent, en général, ils disent en moyenne 50 milliards d'euros, bon, alors que ce coût est de l'ordre de 715 milliards d'euros, donc 15 fois supérieur. Donc, à peu près un peu plus des 3/4 qui n'ont aucune idée de ce que ça coûte, et ceux qui se risquent à donner un chiffre sont à peu près 15 fois en dessous de la vérité. Bon, il y a d'autres chiffres dans ce sondage. Si le chiffre des dépenses globales, on peut dire, bon, c'est vrai qu'on se noie un peu dans ces dizaines de centaines de milliards d'euros, mais qu'est-ce que vous payez hein, et là encore, 67% des Français, à la question quelle est la part du revenu que vous consacrez à votre retraite, par exemple, 67% des Français disent « je ne sais pas ». Ils ne savent pas quelle part de leur revenu est consacrée à la retraite. Et là encore, ceux qui se lancent dans un chiffre, en général, sont très en dessous de la vérité. C'est un chiffre de l'ordre de, par exemple, 17%, c'est le plus gros chiffre. Je pense que c'est moins de 10% qui est consacré à la retraite. Voilà. Donc le prélèvement à la source, c'est très mauvais en termes de perception du contribuable, du montant de ses contributions. Alors il y a d'autres exemples, puisqu'on m'a demandé de me centrer un peu sur l'international. Il y a un exemple qui est souvent cité, c'est l'État de Californie qui, à un moment, pour financer un grand prêt, avait décidé de monter de 10% le taux de prélèvement à la source en 2009. Et personne n'avait discuté de cette hausse de prélèvement jusque pratiquement une semaine avant la mise en place, enfin la mise en œuvre, l'application de ce prélèvement à la source. Même les journalistes étaient passés au travers. Enfin, ce sont des choses qui sont vraiment tout à fait indolentes. Alors, l'un des arguments qui est avancé en faveur du prélèvement à la source, et là je reviens un peu sur le cas français, même si ce sont le même type d'arguments qu'on trouve parfois à l'étranger, c'est qu'il faut en quelque sorte protéger les citoyens, les aider à gérer. Donc l'État ici viendrait corriger un certain biais de perception de la part des contribuables. Alors l'État est coutumier du fait, hein, c'est ainsi par exemple qu'on va
va vous faire payer plus cher les sodas parce que vous ne voyez pas que les sodas c'est mauvais pour vous, on va vous assassiner si vous fumez parce que vous ne savez pas que le tabac vous assassine, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, si on applique ce type de raisonnement, et si l'État doit prendre en compte les biais de perception des agents, eh bien précisément, il devrait s'éloigner du prélèvement à la source. Si son but était d'éclairer les contribuables, comme il le fait quand il taxe le soda ou qu'il taxe le tabac, donc il y a un même argument, celui cet argument du citoyen contribuable qui parfois n'est pas tout à fait conscient de ce qui arrive, eh bien on l'utilise un peu quand ça nous arrange. Je crois que là, si on voulait l'utiliser correctement, eh bien il faudrait au contraire s'éloigner du prélèvement à la source. Le rôle de l'État, si nous sommes de petits enfants, de petits contribuables, ce serait de nous éduquer en nous montrant, quitte à nous montrer que ça fait mal de payer, comme ça au moins nous pourrions sentir le poids de ces prélèvements. Voilà, alors les économistes ont étudié ça en long, en large et en travers, mais donc la façon dont c'est souvent reçu et le terme employé dans les documents de recherche, on parle d'une manipulation des coûts de transaction. Le prélèvement à la source, c'est une manipulation des coûts de transaction entre le politique et les citoyens. Donc évidemment, ce terme de manipulation nous donne un autre regard sur les faits. Une chose qui a été aussi notée, je me permets d'insister, c'est que évidemment ce prélèvement à la source, et Beaufreton en parlait il y a quelques minutes, va rendre les réformes plus difficiles, puisque les gens sont un peu plus aveuglés sur ce qu'ils paient vraiment. Pour faire des réformes, on sait très bien qu'il faut commencer par en sentir la nécessité. Le fait de ne pas savoir combien on paie rend impossible une appréciation de la qualité des services rendus, qui déjà en temps ordinaire est difficile, parce que ce sont des domaines où il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc on a toujours du mal à savoir si on en a pour ses sous, mais si on ne sait même pas combien de sous on a mis, alors là ça devient mission impossible. Ce qu'on risque de voir par contre, c'est de voir un peu plus des conflits employés-employeurs, ça a été souligné par Olivier, parce que la feuille, le net va baisser, donc les gens vont avoir l'impression qu'ils valent encore moins aux yeux de leur employeur, puisque déjà aujourd'hui c'est sur le net qu'ils pensent, ils pensent que c'est leur rémunération, ils ne voient pas qu'en fait aux yeux de leur employeur ils valent 2 fois plus que ça, mais que le reste est déjà payé en prélèvement. Donc ce phénomène va être exacerbé, donc ça va nous éloigner des bonnes réformes et exacerber des conflits qui sont malheureusement déjà plus forts en France qu'ailleurs. Le coût de l'administration de l'impôt, je crois que ça a été largement expliqué, sera pas forcément plus faible. Alors, déjà, comme ça a été dit, dans tous les pays où ça existe, il y a toujours une déclaration des revenus. Donc, où l'on va justement, éventuellement d'ailleurs déclarer certaines de ces niches. Je me permets de corriger. Il y a, dans les pays qui ont mis en place le prélèvement à la source, beaucoup de ces pays ont gardé des niches, mais il va falloir les déclarer à part, donc voilà, le travail est toujours à faire. Il va également y avoir la possibilité, on peut étudier, par exemple je sais que c'est le cas en Allemagne, d'avoir une fiscalité adaptée aux ménages. C'est un peu plus compliqué et effectivement il faudra souvent qu'on aille déclarer, donc on peut soit ne pas déclarer qu'on est en ménage, auquel cas on est prélevé de façon individuelle, soit déclarer qu'il faut faire une démarche qui peut évidemment être gênante, et la question du secret de la protection des données personnelles, je crois, est tout à fait valide. Bon, l'année blanche, on en a déjà parlé, c'est pas besoin que je revienne dessus. Parmi les avantages qui sont parfois évoqués, il y a le fait que les individus n'auront plus à épargner pour leur impôt. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un prélèvement automatique et puis on épargne un peu au cas où on gagne plus ou moins. Mais de remarques contre cet argument, tout d'abord, comme ça a été signalé, pourquoi est-ce que l'État devrait essayer de détruire les comportements prudentiels des contribuables,
oui, il y a des gens qui gèrent bien, contrairement à l'État, leur argent. L'État devrait plutôt s'inspirer de ces gens qui mettent des sous de côté pour des dépenses à venir, plutôt que de toujours racler les fonds de tiroir et s'endetter pour dépenser plus qu'il ne peut prélever. Qui plus est, deuxième argument, l'épargne, ne dort pas. L'épargne en général est une épargne investie, enfin, sauf s'il s'agit de quelques centaines d'euros. Donc la relance par la consommation, de toute façon, qui très certainement ne va pas se faire ressentir déjà les premiers temps, ça va peut-être plutôt être un coup de refroidissement. Même dans le long terme, il n'y aura pas de relance économique due à ce changement. Voilà, donc je crois que cette simplification est, si je peux dire, c'est une simplification qui n'est pas à propos en France. Voilà, je crois qu'il est difficile de dire que, en toute situation, le prélèvement à la source n'est pas une bonne idée. Ça pourrait éventuellement l'être dans un pays de contribuables parfaitement informés de ce qu'ils paient, qui suivent de très près les finances de leur pays, de leur État, qui se soucient de toutes ces choses-là. En France, dans un pays où les gens ne savent pas combien ils paient pour leur retraite, combien ils vont avoir, qui ne savent pas combien ils paient pour la CGT, qui n'ont aucune idée de la façon dont est financée leur sécurité sociale, etc., etc., je crois que ça serait juste rajouter une couche et aller un peu plus vite vers la catastrophe. Alors copions, puisque les gens disent, c'est l'argument qui est toujours l'argument massu, d'autres pays le font. Bon, je crois qu'il faut copier chez ces autres pays ce qu'ils ont fait de bien. Inutile de le rappeler que la France, par exemple, a du mal à faire ces fameuses réformes structurelles que tous ces pays, Allemagne, Suède, États-Unis, enfin États-Unis à un moindre degré, mais Canada, ont fait. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut copier nos voisins et pas en ramenant cette idée qui, je crois, dans le contexte français, serait plutôt synonyme de catastrophe. Voilà. Merci Pierre. Alors quelques mots pour la conclusion, parce que je ne voudrais pas trop déborder. Vous aurez compris, Contribuables Associés est contre cette mesure, évidemment, que je pourrais résumer en 10 points quand même, pour synthétiser rapidement. Le premier, c'est que les contribuables ne seraient plus en mesure d'évaluer la charge de leur impôt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que certains auraient le sentiment que l'État ne coûte rien. Et je crois d'ailleurs que François Hollande disait il n'y a pas très longtemps à propos de certaines dépenses que c'est pas grave, c'est l'État qui paye. C'est pas l'État qui paye, ce sont les contribuables qui payent. L'État ne possède rien et les élus, enfin certains, ont tendance à pas oublier. Pas ceux qui sont dans la salle ce soir, bien entendu. Les entrepreneurs, par ailleurs, n'ont pas forcément les moyens de financer cette réforme, ça a été dit tout à l'heure. Je ne sais pas comment des artisans ou autres vont pouvoir remplir des déclarations d'impôts pour le compte de leurs salariés. Et de toute façon, ça n'est pas leur rôle non plus. Ce ne sont pas des percepteurs de l'État. C'est bien l'État qui propose ses services de collecter le montant des impôts. Donc je crois qu'on fait faire aux entreprises, on lui fait jouer aux entreprises, on fait jouer aux entreprises un rôle qui n'est pas le sien, là encore une fois. Ça a été dit tout à l'heure, mais je le rappelle, l'entreprise devra justifier d'un salaire net amoindri, et il faudra donc expliquer à chaque salarié que s'il a moins d'argent, c'est peut-être parce qu'il y a des impôts en plus, et donc ça va obliger encore une fois l'entreprise à justifier des augmentations d'impôts qui sont la conséquence, je le dis bien, des dépenses de l'État. Je parle d'augmentation d'impôts parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on n'a jamais vu d'impôts baisser en France quand même. Enfin en tous les cas pas de ma génération, et donc comme le disait tout à l'heure et à la fois Olivier et à la fois Pierre, la CSG est passée de 1,1% à 8,2% en l'espace d'une quinzaine d'années. Personne ne s'en rend compte en France de ça. Moi-même je ne sais pas quand est-ce que je paye de la CSG, je vais être très honnête, et c'est un peu mon métier. Donc c'est dire à quel point effectivement c'est déresponsabiliser les gens. Enfin, le coût de la collecte de l'impôt ne diminuerait pas, on l'a bien vu. C'est-à-dire qu'il faudra à la fois le percevoir, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que 70% des foyers qui payent de l'impôt sur le revenu sont en prélèvement mensuel. Pourquoi donc, quand on est à Bercy, on met une usine à gaz en place pour 30% qui ne serait pas mensualisé, puisque si l'objectif c'est bien de payer au mois le mois, le système existe déjà.
Donc on a bien compris que l'objectif de Bercy n'était pas tant de mensualiser les gens, que de s'assurer effectivement de mettre l'argent de mettre la main sur l'argent avant effectivement qu'il y ait des problèmes de recouvrement, qui d'ailleurs est un vrai sujet pour Bercy, parce que maintenant, tous les ans, il y a à peu près 200 000 recours gracieux de gens qui ne peuvent pas payer leur impôt sur le revenu. Et comme je vous disais en préalable tout à l'heure, moins d'un foyer fiscal sur deux paye de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que dans les années qui viennent, l'effort va se concentrer sur ces foyers-là, qui ont de moins en moins les moyens de payer. Et une fois que Bercy sera servi, si ces foyers-là ont des difficultés pour payer leur loyer ou leur plein de cours, ce ne sera plus le problème de Bercy. Et je crois que c'est la première des motivations de Bercy, en fait, en réalité, derrière toutes ces mesures. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que finalement, c'est au détriment des contribuables et qu'on ne peut que s'y opposer. Donc, chez Contribuables Associés, on s'y oppose. Je voudrais juste vous indiquer que nous avions lancé une pétition avec tous ces argumentaires que je viens de vous développer. Il y en a une dizaine. Je vous invite vraiment à les lire. D'ailleurs, ils seront dans les minutes de ce compte-rendu. Vous verrez, les points sont très clairs. Ce sera intéressant que vous les ayez bien en tête au moment du projet de loi de finances lors duquel cette mesure sera présentée. Et vraiment, je vous demande de vous y opposer autant que possible. Merci.